Bonjour à toutes et à tous. Un salut chaleureux au public qui nous accompagne. Salut les amis, la bande d'experts passionnés d'art. Nathalie Lesage, journaliste avec son regard curieux, décalé et toujours pertinent sur l'art. Salut Nathalie. Sylvestre Defontaine, Monsieur Culture à la RTBF. Bonjour Ali, bonjour à toutes. Salut et bienvenue. Lauriane Mélière. Bonsoir. Tu décryptes l'époque, ravi de te retrouver. Et Margot Bétou, la mémoire vive. Coucou Ali, de coucou tout le monde. l'émission. Et au piano, évidemment, le pianiste virtuose du cabaret Madame Arthur, Charlie Baudou. Salut Charlie. Salut. Avant d'accueillir Charlotte Casiraghi, on va démarrer par votre mot du jour. C'est la tradition, Nathalie. Moi, ça sera cocon. Vous Cocon. comprendrez plus tard. Sylvestre. Lumière, en ces temps d'obscurantisme et de ténèbres, je pense qu'il faut se tourner vers la lumière, chercher la lumière et essayer de l'accueillir, cette lumière, comme la lumière du Nord, la lumière grise, comme disait Jacques Brel, la lumière du Nord qui va éclairer votre plateau ce soir. On l'espère. Lauriane. Tellement enthousiaste. Moi, mon mot, c'est Inde. J'y étais en décembre et j'ai décidé de repartir là-bas. Mais avec vous, je vous emmène dans mes valises. Avec plaisir. Margot. Moi, c'est Rocher, en hommage à notre invité tout à l'heure. Et Charlie, tu nous donnes le la avec ton mot du jour. Éternel, car comme le dit Brigitte Fontaine, avec des habits c'est facile, avec des bijoux, des fourrures, j'aime ce qui est difficile. Je veux être aimé sans parure. C'est pour ça que je suis venu en pyjama. Voilà. T'es venu en pyjama en fait, oui. Merci Charlie. Notre premier invité, c'est une personnalité emblématique du monde de la culture, de la mode également, fondatrice des rencontres philosophiques de Monaco. Elle publie son premier livre, La Fêlure, un essai absolument passionnant qui interroge les failles, nos failles, à travers des grandes figures de la littérature et de l'art. Charlotte Casiraghi est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour Charlotte et bienvenue. Je vous présente le public de passionnés d'art et toute la bande. Il y a ce livre donc qui vient de paraître, La Fêlure chez Julliard. Je le recommande chaleureusement. C'est un livre dont on va parler parce qu'il est étonnant et il nous parle de nous. Il parle à tous. C'est assez surprenant. Cette fêlure, vous allez nous dire ce que c'est. Mais d'abord, la première question, c'est un rituel. Je la pose à chacun de nos invités. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Je dirais que l'art, c'est forcément du côté de la sensation, de l'intensification des sensations pour moi. Et c'est par là, peut-être, que les choses prennent une autre épaisseur et qu'on peut ensuite, peut-être, trouver ensuite des mots pour dire un peu plus finement ce qu'on ressent. Il y a quelque chose de très fort dans votre livre, c'est des pages magnifiques que vous consacrez à ce qu'on appelle les vanités. Ce sont ces peintures du grand siècle, on en voit à l'écran, elles décrivent et elles montrent d'ailleurs ces natures mortes, très souvent un crâne. Vous y consacrez plusieurs pages, ce sont des peintures qui nous parlent encore aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez les décrire d'abord, comme vous le faites dans votre livre ? Vous voyez sur le tableau, il y a donc une fleur qui représente quelque part une forme de beauté éphémère, le sablier qui évidemment représente le temps qui passe, et puis le crâne qui est posé au milieu, qui est pour rappeler cette réalité de la condition humaine que nous sommes voués, évidemment, la finitude. À finir. Voilà, à redevenir poussière et que quelque part tout ce que nous chérissons, tout ce que nous trouvons charmant et agréable, finalement à côté de ce crâne apparaît comme du vide. Donc le mot vanité veut dire qui est empli de vide. Et c'est assez frappant d'ailleurs que vous en parliez. Vous avez connu le monde de la vanité avec les couvertures de magazines, avec des images qui sont loin, très très loin de ce que vous montrez de vous, de ce que vous racontez de vous dans ce livre. Et donc c'est quelque chose qui est toujours présent. Ce ne sont pas que des vieilles toiles qu'on trouve dans des musées.
Non, je crois que ça nous dit quelque chose de très actuel et qu'il le sera toujours, que l'homme a besoin de se divertir, a besoin de se distraire et du coup de placer, en tout cas d'investir des objets, des images qui quelque part le détournent de cette pensée qui serait trop insupportable. Vous avez besoin de divertissement ? Je crois qu'on en a tous Non, besoin. parce que vous parlez un peu gravement depuis le tout début de l'émission. Oui, peut-être parce que je suis un peu émue de parler de mon livre. Et donc, oui, je parle un peu gravement, mais je crois qu'on a vraiment tous besoin aussi de ne pas être que dans la contemplation de notre finitude. Donc, Est-ce que vous avez... quand on voit ce tableau, par exemple, qui est quand même ancien, c'est dingue de se dire que l'art, même quand il est ancien, en fait, il parle toujours du présent. Ça résonne toujours avec notre époque. Et je me demande si vous, dans votre vie, Charlotte Casiraghi, vous avez plus besoin de beauté que de friction pour avancer. Quand vous voyez ce tableau, est-ce que ça vous dérange ou est-ce que vous trouvez ça beau ? Je crois qu'on n'est pas obligé de choisir. Je crois que justement, c'est ça qui est fort dans un tableau, c'est qu'il y a de l'ambiguïté. On peut trouver ça beau et dérangeant à la fois. On peut vivre les deux en même temps. Donc je crois qu'il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre. Et justement, l'idée, c'est pas de dire non, c'est pas bien de se divertir, c'est pas bien d'aimer les beaux objets. C'est de pouvoir penser les deux en même temps, finalement. Et ce qui est assez formidable, c'est que donc vous décrivez la fêlure, vous parlez des vanités auxquelles vous consacrez un chapitre, et pourtant vous êtes un personnage solaire. Vous avez grandi à Saint-Rémy-de-Provence, et c'est une commune du sud de la France. C'est la ville de Vincent van Gogh. Il l'a peinte, cette ville. On voit son tableau La Nuit étoilée. Il l'a peint en 1889. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce tableau ? Vous avez un lien très personnel avec ce tableau ? Parce que c'est vrai que ce tableau, il l'a peint depuis la fenêtre de sa chambre, qui était au cloître de Saint-Paul, où il était interné. Et c'est vrai qu'ayant grandi à Saint-Rémy-de-Provence, c'est un endroit où souvent je me promenais à cheval. Donc c'est un paysage qui a marqué mon enfance. Et ce tableau est assez... incroyable, parce que c'est un moment de grande souffrance pour Van Gogh, et en même temps il y a quelque chose d'éblouissant dans ce tableau, quelque chose de presque mystique, et donc il y a cette tension entre la folie et la création, et où il y a aussi quelque chose d'éclatant. Il y a quelque chose d'éclatant, toujours cette tension avec la folie. Vous venez de publier votre premier livre, donc La Fêlure. C'est un livre en hommage à l'immense écrivain américain Francis Scott Fitzgerald, et une nouvelle qui porte d'ailleurs ce même titre, La Fêlure. On en porte tous une en nous de fêlure. Vous donnez l'image d'un morceau de cristal dans ce livre. Le cristal le plus pur, malgré tout, il contient toujours quelque chose comme une fêlure. Qu'est-ce que ça dit de nous ? Quelque part, je crois que la fêlure est ce point où nous sommes plus fragiles, et que c'est par là que nous pensons, que nous aimons, que nous nous détruisons aussi. Mais c'est un endroit qui est souvent caché, que parfois les autres voient et que nous ne voyons pas. Donc c'est toujours... ou inversement d'ailleurs. Voilà, ou que parfois nous sommes seuls à pouvoir le ressentir. Justement, en fait, vous vous autorisez, vous le faites de manière extrêmement pudique. Margot a adoré le livre, et on va en parler dans un instant justement de cette fêlure, parce qu'au fond, elle nous parle à tous. Je le répète vraiment, c'est assez frappant. C'est un livre sur la condition humaine, davantage qu'une confession ou comme un récit purement autobiographique. Et on va continuer à découvrir votre passion pour l'art, Charlotte Casiraghi. Mais pour le moment, et comme chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone fait le tour de l'actualité artistique. C'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie, ta claque de la semaine. On a parlé récemment de Yayoi Kusama, dont on sait immense artiste connu pour, entre autres, ses citrouilles à picot. On dit picoter au Québec. Et dont on sait la schizophrénie a fondamentalement, profondément marqué la création, l'œuvre. Mais sauriez-vous me nommer
un ou une autre artiste vivante notoirement atteinte ou atteinte de troubles de santé mentale. C'est le cas de ma claque du jour, une artiste britanno-nigériane qui s'appelle Nina Kalou, qui a marqué l'histoire en devenant la première artiste atteinte de troubles de santé mentale à remporter le prix Turner, le Turner Prize, qui est le un peu Nobel de l'équivalent. l'art. C'est ça qui est un peu le César des arts contemporains. Regardez ce qu'elle fait, c'est des cocons, c'est des boules de vie. Elle crée ça à partir de matériaux recyclés comme du ruban adhésif, des bobines de cassettes VHS, de la pellicule plastique. Moi, ce que j'aime profondément dans une autre de ses créations, en fait, c'est qu'elle dessine. Regardez ses dessins. C'est impressionnant. C'est ça, c'est hypnotique, c'est Mais qu'est-ce qui te touche répétitif. là-dedans? Ben, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une énergie. Je ne sais pas si c'est une énergie sombre, je ne sais pas si c'est une énergie claire, mais ça me prend aux tripes. Et donc, chapeau au Turner Prize d'avoir récompensé cet immense artiste. Et merci surtout pour la claque. Voilà. Lauriane, ta claque de la semaine? Ma claque de la semaine, elle nous emmène à Cochin. Donc, on est dans le sud-ouest de l'Inde. Ça se passe dans un ancien entrepôt portuaire changé pour l'occasion en salle d'exposition avec des œuvres d'Artik Adam ou Marina Abramovic, notamment. Mais moi, j'ai flashé sur une œuvre en particulier. Ce sont celles-ci, ces dômes de terre dans lesquels on peut rentrer. Et en fait, c'est une architecture faussement fragile, puisque ça tient très très bien. L'œuvre s'appelle Madame Moumou Boumi Boumi de l'artiste Dineo Sechi Bopap. Et en fait, elle nous demande d'imaginer un monde avant l'exploitation des sols, avant la vitesse, avant la colonisation. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dans quoi est-ce qu'on habiterait? Peut-être qu'on habiterait dans des maisons comme ça. On rentre à l'intérieur de ces sculptures immersives et on en ressort normalement changé. Elle prône un monde qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus organique. C'est une œuvre monumentale, mais sans arrogance. Et ça change. Et la proposition, elle est simple, mais radicale. Et si l'avenir passait par une autre mémoire du monde, moi, ça m'a absolument bluffé. Et si je peux retourner en Inde l'année prochaine pour la Biennale, je le ferai. Eh ben, merci Lauriane. Et on ira avec toi. Margot, ta claque de la semaine? Moi, j'ai un coup de cœur pour Vincent Munier. Vincent Munier, c'est un photographe animalier extraordinaire, qui est connu dans le monde entier, qui est originaire des Vosges. Et Vincent Munier, il pratique l'affût. L'affût, c'est guetter des heures, des jours durant le passage d'animaux sauvages, tapis dans un sous-bois au fond des steppes, qui est parfois donc récompensé par le passage d'une bête. C'est vraiment un art de la méditation, de la patience, de l'humilité, et ça donne des photographies éblouissantes de beauté. Vincent Munier, vous le connaissez peut-être pour La Panthère des Neiges, qui était son documentaire, exactement, avec Sylvain Tesson. Il partait à la recherche de cette panthère dans les montagnes tibétaines. Il avait eu un César en 2022 pour ça. Il y a eu Le Chant des forêts en salle il y a quelques semaines, pareil, extraordinaire. Il retournait dans la forêt vosgienne de son enfance. Voilà, et toutes ces photos qu'il a tirées aussi pendant le tournage de ce film sont exposées aux Beaux-Arts de Strasbourg. Donc si vous avez raté le film, allez-y. Il nous donne à voir un monde sauvage qui vacille et qui est fragilisé par la présence humaine, et il nous donne envie de le protéger. Merci. Sylvestre, ta claque de la semaine? Lauriane, accepterais-tu de partager cette claque avec moi? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une plaisanterie. C'est une bague et une proposition? Ah, c'est une proposition, c'est ma claque donc, et effectivement c'est une bague de Quentin Pontonnier. Quentin Pontonnier, c'est un joaillier français, et sur cette bague on trouve les 9 muses de la création, qui est une de ses inspirations, de sources d'inspiration, donc l'Antiquité, au même titre par exemple que les films. Il a toute une collection de bijoux autour du film Alien par exemple. Il a créé sa marque en 2017 qui s'appelle Temps d'avenir, et il a cette volonté vraiment de mêler tous les codes, et il s'inspire comme un véritable artiste de ce qui se passe autour de lui. Oui, ça n'est pas qu'un simple bijou, c'est une véritable œuvre d'art. Oui, tout à fait. C'est une mini-œuvre d'art portative et abordable. Vous savez que moi, je fais toujours très attention à parler aussi d'art abordable. Et là, effectivement, on peut avoir ce petit objet autour du doigt. Et il a vraiment cette volonté-là, Quentin Pontonnier. Cette volonté, il est fils et petit-fils de boulanger. Et il a cette volonté du travail manuel. Il a cette approche qui est vraiment approche de la main, approche de l'artisanat. Et donc, il a cette véritable volonté d'apporter une petite forme d'art auprès de chacun et de chacune. Charlie, Oui, ta claque de la semaine? c'est aussi de la photographie. Alors on dit que c'est pas bien de jouer avec la nourriture, mais parfois ça peut être très amusant la nourriture, et notamment Christopher Beaufolly,
qui utilise la miniature et qui crée des petites scénettes comme ça. Voilà. Donc là, ce sont il y a un cadavre de mur avec des médecins autour qui regardent ce que c'est. Il y a un côté très enfantin que j'aime beaucoup. C'est drôle. Oui, c'est très amusant. Voilà, les fraises deviennent géantes. Ça permet de voir la nourriture autrement. Eh ben merci Charlie. De rien. Charlotte, dans les rencontres philosophiques de Monaco, vous aviez consacré une conférence à la vérité en art. Est-ce que l'art exprime une forme de vérité ou est-ce que c'est forcément dans le mensonge? Je pense au trompe-l'œil, je pense à toutes les illusions, à ce qu'on peut raconter comme histoire inventée dans un roman à travers une peinture ou même une sculpture. Peut-être que dans l'art, on joue avec la vérité. On joue et on déjoue la vérité. Et puis c'est toujours une question de représentation, parce qu'une œuvre d'art est une représentation. Donc ça ne peut pas être la vérité une et universelle. Et peut-être que ce qui est important, c'est d'être dans ce décalage, de ne pas être... Quel décalage ? Dans le décalage de se dire qu'il n'y a pas forcément toujours une vérité valable pour tous et d'avoir conscience quelque part de cette multiplicité des points de vue et des rapports à la vérité. Alors le point de vue justement, il en est question dans La Fêlure. Vous citez le grand philosophe Gilles Deleuze et vous parlez de ligne de fuite. La ligne de fuite, c'est inséparable des arts plastiques, ça fait référence à la perspective, mais la ligne de fuite dans un tableau, ça dit aussi quelque chose de nous et de notre condition ? La ligne de fuite, c'est effectivement une ligne qui s'échappe, une perspective, et c'est exactement... C'est ce qui donne la profondeur dans un tableau, par exemple. Exactement, et ça, quelque part, il y a quelque chose que Deleuze nous dit dans ce concept de ligne de fuite, c'est pas la fuite au sens d'une forme de lâcheté où on voudrait tout prix s'échapper. Non, c'est une manière de prendre un autre chemin hors des sentiers battus, et que la fêlure, ce qui tremble en nous, ce qui a craqué, nous oblige à nous engager dans une autre perspective et quelque part de quitter son identité de départ pour se réinventer. Donc, vous y arrivez? Je ne sais pas. Non, mais vous essayez. En tout cas, voilà. Non, mais vous le savez, on vous assigne à une identité. Oui. En tout cas, le monde vous regarde et vous définit ou vous fige. Oui, c'est peut-être ça qui est derrière le livre aussi. C'est un moment, ce livre est peut-être aussi une fêlure quelque part dans cette identité bien balisée, bien définie, dans laquelle on peut se sentir enfermé, et que tout ce qui a pu constituer peut-être des points de fragilité sont aussi à partir de ces endroits-là qu'on peut réinventer autre chose. Et se libérer. Oui. Margot ? Oui, moi j'ai adoré votre livre et je voudrais vraiment encourager les gens à le lire. C'est vrai que c'est un peu un ovni à la frontière du traité, du roman et de l'essai, et que c'est tout ça à la fois. Et c'est vraiment un genre très français qui est l'impression, le croquis. Et vous commencez ce livre en disant: on m'a souvent réduite à une image de papier glacé. Et donc vraiment, ça pose d'emblée la question de, derrière ces images, qui est Charlotte Casiraghi ? Pourtant, il ne faut pas y chercher de scoop, il ne faut pas y traquer de confession. C'est un livre qui suggère, mais qui n'impose rien. C'est vraiment un guide pour le lecteur, pour mieux se comprendre. Il y a des fragments de votre vie, c'est vrai, mais vous les mêlez aux fragments de vie d'auteur dont le destin a vraiment résonné avec le vôtre. Et vous cherchez à tout nous transmettre. Pourquoi ça vous a donné des sensations physiques très intenses, ces lectures? Et ce que vous avez trouvé chez tous ces fêlés, un peu comme vous, il y a Fitzgerald, on l'a dit, Cesare Pavese, mais il y a aussi des femmes, beaucoup de femmes. Marguerite Duras, George Sand, Colette, et on devine en filigrane vraiment un objet, c'est la fêlure du corps féminin. Ce corps qu'on abîme d'exigences, ce corps qui est mis à l'épreuve lors de la maternité, ce corps le vieillissement. qui peut disjoncter quand on subit des abus sexuels et qu'on se noie dans l'alcool comme Duras, ou qu'on vieillit et qu'on ne peut plus lutter contre le vieillissement comme Colette. Mais chez toutes ces femmes, et sans doute chez vous aussi, on sent que ces fêlures sont devenues un sanctuaire, que finalement il y fait presque bon vivre, et que c'est une ouverture par laquelle passe la lumière. Et je trouve que c'est vraiment la leçon de ce livre, et ce qui fait que c'est puissant, surtout pour une femme, à lire. Voilà. Merci. Je suis obligée de rebondir là-dessus, Margot. Déjà, c'est...
Peut-être que vous connaissez déjà, bon, je vais citer un de nos grands artistes canadiens, auteur, compositeur, interprète, Leonard Cohen, qui a dit une phrase célèbre qui m'accompagne dans mon quotidien et qui fait écho donc à ce que tu as dit, Margot, et à votre livre. Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. Donc, il faut embrasser cette lumière. C'est exactement ça. Ouais. La fêlure, c'est ce qui vous touche, ce qui nous touche également. Vous êtes allée, Charlotte Casiraghi, à la rencontre de jeunes femmes hospitalisées pour des troubles du comportement alimentaire, par exemple. Vous en parlez dans le livre. Et puis, vous leur avez lu des textes d'une écrivaine américaine extraordinaire, une très très grande figure devenue légendaire. Maya Angelou, c'est une figure considérable du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Et c'est par ce texte tiré de ses lettres à ma fille que vous décidez de vous adresser à elle pour la première fois. Est-ce que vous voulez bien nous le lire, ce texte-là? Le voici. J'ai donné naissance à un seul enfant, un garçon, mais j'ai des milliers de filles, des noires, blanches, juives, musulmanes, asiatiques, latinas, indiennes d'Amérique, aléoutes, qu'elles soient obèses, maigres, jolies, ordinaires, homo, hétéro, éduquées, illettrées, je m'adresse à elles toutes, ceci est mon legs. Merci. L'art peut aider à guérir ? Alors, c'est toujours cette question de la guérison ou de la réparation. Oui, de la guérison, de la réparation, de la thérapie. Le livre ne dit pas, enfin en tout cas, je ne crois pas qu'on peut avoir la prétention de guérir, et je n'ai pas la prétention par le livre de dire que la littérature ou l'art peut nous guérir. Je crois que ce que peut en tout cas la littérature, c'est faire en sorte que les mots puissent charrier à nouveau quelque chose d'affectif, hein, que ce soit de la douleur, que ce soit de la douceur, que ce soit des affects qui, quelque part, recirculent dans les mots et nous redonnent peut-être, en tout cas, l'envie de parler et d'investir le langage de nos émotions et de sublimer ensuite peut-être nos blessures. Mais je crois que c'est surtout un espace de rencontre avec ces affects. Pour rester avec nous, Charlotte Casiraghi, direction vers un lieu que vous connaissez bien, c'est le nouveau musée national de Monaco, où nous emmène Alex Vizorek pour une grande exposition consacrée au maître du classicisme, Nicolas Poussin. Tout ce qu'il faut savoir sur Nicolas Poussin, c'est le Vizor Expert. Et aujourd'hui, parlons de Nicolas Poussin. Un artiste qui a la cote. Je dirais même plus, un artiste qui a la cote. Allez, comme ça on est débarrassé de ce jeu de mots et on peut parler du peintre Nicolas Poussin. Poussin est l'un des meilleurs peintres de la violence. Ici, par exemple, un tableau où on peut voir une discussion amicale entre les supporters de l'OM et du PSG au XVIIe siècle. Ou ici, le célèbre enlèvement des Sabines, appelé également un Black Friday à la Fnac des Halles. Mais il y a aussi des toiles totalement apaisées chez Poussin. Ici, paysage avec des voyageurs au repos. Une toile qu'il a peinte bien avant l'invention des aires d'autoroute et des stations-service. Celle-ci, la scène, Jésus avec ses apôtres. Une toile qui interroge. Oui, Jésus était capable de changer l'eau en vin, mais apparemment il n'était pas capable de changer la lumière en électricité. Et parfois, il y a même des scènes franchement festives. Regardez ici la naissance de Bacchus. Quelle belle fête. On voit en bas à droite Narcisse qui n'a pas attendu la naissance pour rendre un bel hommage à Bacchus. On est collé une toute bonne, Narcisse. Allez, on va voir Poussin à Monaco. Viens, Narcisse. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Merci Alex Vizorek. L'expo Nicolas Poussin, c'est donc au nouveau musée national de Monaco jusqu'au 25 mai. Sylvestre ? La troisième reine des Belges, puisque je suis belge, s'appelait la reine Elisabeth. C'est la reine qui était la plus aimée en Belgique. Elle a régné entre 1909 et 1934. Et elle a transcendé sa condition de reine. Elle est allée au-delà de la simple représentation qu'on pouvait demander aux souverains et aux souveraines à l'époque, en étant une défenseur des arts. Et elle a créé un festival de musique classique qui va fêter son 75e anniversaire cette année. Le concours musical international Reine Elisabeth
Elisabeth de Belgique. J'y vois un peu d'analogie avec vous parce que finalement, vous venez d'une principauté. Vous auriez pu finalement vous contenter d'aimer l'art et d'être dans une simple représentation, mais vous êtes allé au-delà. Je note aussi que la reine Elisabeth, est allée sur le front en 1914 pour vraiment s'occuper et se rapprocher effectivement des blessés, chose que vous faites aussi et que vous avez aussi fait dans les hôpitaux. Oui, après, je crois que c'est quelque chose qui existe quand même dans ma famille, puisque mon arrière-grand-mère, la princesse Charlotte, avait été infirmière pendant la Deuxième Guerre mondiale, et mon grand-père, le prince Régnier, avait rejoint la résistance et combattu sur le front. Donc il y a aussi des choses qui font partie aussi de mon histoire, qui est de s'engager aussi de manière très concrète. Vous restez avec nous, Charlotte Casiraghi. On va continuer ensemble. Comme chaque semaine, on fait le point sur l'actualité culturelle, l'actualité de l'art. C'est la Petite Galerie et c'est signé Karim Rarbaj. Bienvenue dans la Petite Galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou, et on attaque avec le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Claire Salvo, une artiste américaine hyper talentueuse. Claire, elle explore, elle touche à tout, la peinture, les crayons gris, les pastels, la bouffe, et puis elle a ce concept hyper fun et créatif de détourner des billets d'$1 pour les pimper à la peinture avec des figures pop et des références culturelles. Trop cool. Et derrière ce geste, il y a une démarche qu'elle nous explique en interview. Je voulais montrer comment créer une œuvre du début à la fin et je voulais redonner un coup de jeune à ces types qui ont plus de 300 ans. Suivez le compte de Claire Salvo, c'est doux, c'est apaisant, elle est juste trop forte. Et on continue avec Lalu, Tara Donovan, une artiste américaine un peu obsessionnelle puisqu'elle prend des objets random et un peu nazes du quotidien par milliers, elle les assemble, elle les taille et ça crée ses œuvres incroyables. Par exemple, celle-ci est faite uniquement de paille, celle-ci de clous, et là, ce sont des CD. C'est beau, c'est hypnotique, et ça nous questionne sur le consommable. Tara Donovan, c'est l'alu de la semaine. Et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, on vous présente Hamid Naderi Yeganeh, un artiste iranien brillant. Hamid, il fait ses œuvres sans toucher le moindre pinceau ou logiciel d'illustration. Chacune d'entre elles est entièrement générée par une formule mathématique hyper complexe de sa création. Par exemple, vous pouvez entrer cette exacte équation sur votre calculette graphique et si elle n'explose pas, ça donnera ce résultat. C'est ouf, autant ça, on peut capter en quoi ce sont des maths, autant ça, pas du tout. Après, les œuvres en elles-mêmes, on va pas se mentir, elles sont ce qu'elles sont. Moi, elles me rappellent de vieux souvenirs. Mais la prouesse est ailleurs. Hamid, il est bouillant en maths. Ses œuvres ont été publiées dans de prestigieuses revues scientifiques. Et en exclu pour la Petite Galerie, il nous explique comment il fabrique tout ça. Chaque image est créée en utilisant une fonction unique qui est elle-même créée par d'autres fonctions et ces fonctions se mêlent entre elles pour créer un réseau de fonctions mathématiques. Yes, merci Hamid et surtout bravo. Là-dessus, la Petite Galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Notre deuxième invité est un véritable génie du dessin, l'un des plus grands auteurs de bande dessinée de notre époque et sans doute aussi un visionnaire. Il publie Bug, une série de bandes dessinées dans laquelle il raconte, et c'est absolument fascinant, l'humanité du futur. Et lui-même, il vient du futur. Enki Bilal publie Bug, tome 4 chez Casterman et il est l'invité de la Grande Galerie francophone. Bonjour Enki et bienvenue. Je vous présente Charlotte Casiraghi. Et c'est assez génial, votre série continue. On a toujours l'impression à lire Bug 1, 2, 3, 4 d'être projeté dans un avenir souvent cauchemardesque, souvent effrayant. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que vous avez un côté visionnaire et que vous touchez très souvent juste. On va le voir à travers vos dessins. Mais un mot peut-être pour nous dire, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à
l'art? Moi, ce qui m'a amené à l'art, d'abord, c'est la langue française. Je l'ai découverte à l'âge de 10 ans, en arrivant de l'ex-Yougoslavie. Baudelaire, c'est sans doute l'auteur qui m'a embarqué littéralement dans le mystère et dans la fascination pour la langue française. Ensuite, il y a toute l'imagerie que je me trimballe depuis que je suis gamin. Oui. La découverte de la peinture, la pratique du dessin. Goya. Un artiste alors, Goya. Goya, c'est par lui que tout commence. Delacroix d'abord, Géricault pour le côté très classique, et puis Goya, le côté très torturé qui rejoint quelque part Baudelaire. Hein. On est dans quelque chose de très, 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 très décalé. Et ça, c'est quelque chose qui donne envie de raconter des histoires. La langue mêlée à l'image, à l'imagerie, à la production de dessins, de peintures, tout ça, c'est une définition de l'art. Mais l'art, en général, c'est quoi ? C'est un sentiment de liberté, c'est aller chercher la liberté de voir le monde tel qu'on ne le voit pas. Voilà. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Le monde tel qu'on ne le voit pas. Oui, je pense que les artistes sont ceux qui voient différemment, ou qui proposent des visions différentes, qui ensuite font réagir. Chacun ensuite peut, à sa manière, interpréter, aimer ou ne pas aimer, ou rejeter. Mais en tout cas, c'est l'art de regarder quelque chose qui est le réel et de le transformer, de le décaler. Voilà. Vous êtes passionné par Bacon également, par ses visages torturés, comme on en voit à l'écran. Qu'est-ce qui vous inspire justement dans ces déformations c'est le geste de la déformation. Du geste du portrait. C'est le geste de la déformation, c'est ce que je viens un peu de dire. Hein. On déforme le réel pour le raconter, pas forcément de manière négative. Hein. Mais je ne suis pas aussi sombre que vous le dites. Hein. Je suis pas du tout... Vous avez choisi Bacon quand même. La lumière passe par les fêlures. Goya, Bacon et Bug. Vous savez, un pessimiste, c'est un optimiste qui a compris. Vraiment, la lucidité, c'est de la lucidité. Hein. La lucidité, ça fait agir. Et c'est très positif, la lucidité. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis totalement d'accord. Et souvent, quand on s'intéresse aussi à des destins, même qu'ils soient tragiques ou torturés, c'est aussi une manière d'être en contact avec cette lucidité, cette part de vérité. Et ça ne veut pas dire qu'on doit soi-même aller aussi loin ou vivre les choses sous cette dimension-là. Mais ça nous alerte aussi sur parfois les risques que nous encourons aussi. Oui, on alerte quelque part, on est un peu des vigies, on regarde et on s'amuse parfois. Et ce que vient de dire Charlotte, ça définit très très bien votre démarche. Oui, exactement. On s'amuse parfois, on se déleste soi-même, ça nous fait du bien et en même temps on s'amuse à montrer quelque chose qui paraît terrible pour les autres. Mais en même temps ça fait réfléchir. Je pense que c'est hyper important que l'art fasse réfléchir de manière même très très légère, ou prendre conscience simplement de ce que le monde serait sans les artistes. Alors ça, c'est quand même un grand débat. Oui. Et on est dans un monde aujourd'hui qui met en danger un tout petit peu, il me semble, la culture en général. Là, je ne parle pas de l'Europe, de la France. Je pense sincèrement que la culture, on est là tous pour parler de ça. Hein. La culture est en danger, littéralement. La culture est en danger. Il me semble, oui, il me semble. Enfin, Pourquoi ? Je ne sais pas, moi je vois ce qui se passe dans le monde, la manière dont l'art passe au second degré, la manière dont la brutalité commence à l'emporter. Les rapports de force, le pouvoir autoritaire. On a le moins, oui, non, mais on pratique moins le financement aussi, le financement public qui se raréfie. La lecture, on parlait de langue française, la littérature est en crise, on va dire, la lecture est l'acte de lire, tout simplement. Tout ça, ce sont des choses qui sont essentielles. Je pense qu'il faudrait rééduquer complètement la société mondiale. Vous avez dit que vous étiez optimiste. Il est optimiste. La preuve. Vous venez de publier le 4e tome de Bug et vous imaginez le monde en 2042. Donc c'est pour ça que je disais que vous veniez du futur. Votre série Bug, elle raconte notamment la dépendance, notre dépendance à l'égard du numérique. En cas de bug, la vie s'arrête, nos mémoires s'effacent. C'est un risque que vous regardez de manière effrayée, ou est-ce que vous êtes une sorte de lanceur d'alerte à travers vos BD ? Lanceur d'alerte, je pense pas. Enfin, si, ils sont de manière indirecte. Mais non, moi, je suis pour la technique, la technologie, ça me fascine. Je trouve ça absolument extraordinaire. En plus, on ne parle même pas encore d'intelligence artificielle. Enfin, on en parle énormément parce que c'est entré dans le jeu, hein, sur le terrain. Donc, on va voir comment. Et vous étiez un pionnier, d'ailleurs, vous, de l'intelligence artificielle dans vos BD avec des incrustations dans les neurones. Mais ça, c'est déjà dans les projets de Elon Musk depuis longtemps. Hein, donc tout ça. Vous avez devancé Elon Musk.
Pourvu que non. Inspiré, Pourvu que non. Lu peut-être. Mais en tout cas, il veut aller sur Mars. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Et, parce que mon personnage revient de Mars. Donc, moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. Au contraire, c'est le progrès de la science, c'est quelque chose d'essentiel. L'humanité s'est quand même développée grâce à la science. Il y a un parcours qui est absolument extraordinaire sur le plan... Alors, pourquoi cette régression sur le plan humain? Pourquoi cette violence, cette barbarie? Donc ça, c'est une des grandes questions. Et ça, c'est un des trucs qui sera au cœur du 5e dernier volet. De Bug. De Bug, en fait. Je ne vais pas vous dire ce qu'il est venu faire, parce qu'il vient d'ailleurs. Il vient de l'espace. Vous utilisez les outils numériques ou l'intelligence artificielle dans votre travail, vous? Non. L'intelligence naturelle, oui. La mienne, avec l'aide de livres, hein, évidemment. Non, ça m'intéresse. Pour l'instant, non, je n'ai pas encore utilisé l'intelligence artificielle. J'ai vu un peu des effets. J'ai vu même apparemment ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un travail il y a des artistes qui commencent à l'utiliser. Donc ça, c'est très très bien, c'est parfait. Oui. Il faut pas rejeter ces outils-là. Pour l'instant, je l'ai pas fait. Là, on voit que je travaille vraiment à la main. Le papier, oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Travailler parce que, regardez, Charlotte, c'est vrai que quand on voit Enki Bilal dessiner, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est physique. C'est physique et c'est sensuel. Donc, sur une palette graphique, vous n'avez aucune sensualité. Hein, c'est froid. Mais en tout cas, non, je ne rejette évidemment pas l'évolution technologique et technique. Voilà, c'est certain que ça fait partie de les choses comme elles le sont. Vous êtes un des maîtres absolus de la science-fiction, mais de la dystopie également. Vos BD nous amènent dans des mondes d'aliénation, de perte d'identité, de perte de contrôle, dans un monde de plus en plus chaotique. Vous êtes peut-être un peu prophète, j'ai envie de dire. Mais je me demandais, selon vous, d'où elle vient cette avidité, tant de la part du créateur, mais que nous, du lecteur, d'imaginer le pire scénario, là? C'est cathartique. Oui, c'est ça. Moi, je sais que ça vient de mon parcours, de mon rapport à la politique. Hein. C'est extrêmement politique, tout ce que je fais. Mais on est aussi, en général, excités quand même tous. Cinématographiquement, par exemple, on aime bien avoir peur, enfin, on aime bien avoir des sensations fortes. Donc, le négatif est toujours plus porteur à la fois d'émotions brutales, de sentiments, de quelque chose d'extrême. J'ai souvent pensé, je vais faire, par exemple, une histoire qui se termine bien. Enfin, se termine bien en général, mais une histoire quand même. Hein, elle se termine bien. Hein, et celle-là se terminera bien aussi. Mais faire quelque chose de très, très léger. Il y a quelque chose de mièvre dans la représentation du calme. Alors ça peut faire de très beaux tableaux, de la peinture, effectivement. Là, on a des grands maîtres qui nous ont emmenés très très loin. Des il y a documentaires aussi vos planches très beaux. Voilà. Qui sont extraordinaires, souvent. Il y a des personnages de femmes. Mais moi, c'est les personnages dont certaines ressemblent à Charlotte. C'est assez curieux. Vous ne trouvez pas? Je vois ce que vous voulez dire, oui. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, l'un des personnages qu'on voit dans Bug 1 et qui est marqué par la fêlure et qui dit à ceux qui l'ont enfermé « Mais vous attendez que je vous bouffe ?» Elle ressemble étonnamment à Charlotte Casiraghi. Mais mes personnages sont bouffés de fêlure, effectivement. Ils sont tous fêlés, quelque part. Ouais. Mais sans fêlure, il n'y a pas de dramaturgie. Absolument. On ne peut pas créer une histoire sans fêlure. Et donc, vous continuez ma réponse pour dire simplement que c'est beaucoup plus excitant et je pense intéressant pour le lecteur, pour celui qui vit aussi les émotions, de se faire peur parfois. Et peut-être que la réflexion va beaucoup plus loin à ce moment-là. Sylvestre, tu voulais nous montrer une archive? Oui, j'aimerais qu'on regarde ensemble une archive. Elle date de 1971. C'est le prix de l'espoir de la bande dessinée. Et alors, dans le jury, quand même, hein, Uderzo, Goscinny, Gottlieb, Jean Giraud. Jean Giraud, c'est Mobius. Et on va écouter ce que le jury, justement, disait de vous, qui avait à l'époque 19 ans. Ouais. Ce concours était réservé aux jeunes de 15 à 20 ans. Est-ce que vous pensez que chez quelques-uns de ces lauréats, il y a une possibilité de profession dans la bande dessinée plus tard? Oui, c'est certain. Oui, quand on voit un dessin comme celui-ci avec l'habileté professionnelle, et on peut dire que c'est une habileté professionnelle, ça n'a rien d'amateur, on peut dire que ce dessinateur, ce jeune, peut espérer travailler dans un journal pour jeunes.
Je ne connaissais pas ce document. En tout cas, mais alors, qui est ce jeune homme? Il est quand même question de moi, là, je veux dire. Non, je vois Gottlieb. Effectivement, je revois tous ces... René Goscinny, évidemment, personnage tellement important, extraordinaire, ouais. qui a fait réellement... on voit là avec ma... C'est vous, là. Et tout ça, c'est une époque, effectivement, où j'ai rencontré tous ces grands dessinateurs que j'admirais en tant que lecteur et que j'ai pu côtoyer après. Et puis c'est une époque mythique, celle d'un magazine pilote. Goscinny, vous l'avez quand même, vous avez essayé de l'avoir au téléphone, je crois, quand vous étiez... mais avant ça, vous aviez 15 ans. J'avais 15 ans, j'ai pris rendez-vous à la rédaction de Pilote, qui se trouvait rue du Louvre, hein, donc en plein cœur de Paris. Et j'ai obtenu un rendez-vous, à ma grande surprise. J'y suis allé tremblant et j'ai rencontré René Goscinny et Jean-Michel Charlier, qui était aussi un très grand scénariste. Et voilà. En fait, ils m'ont donné l'envie de continuer et c'est comme ça que j'ai fini par faire ce concours. Quelques années plus tard, ils m'ont dit passe ton bac d'abord quand même. Voilà. Mais c'est assez génial parce que qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est très bien, c'est très bien. On voit que tu as une passion pour le dessin, il y a des capacités. N'hésite pas, continue surtout, mais passe ton bac d'abord. Et alors, je voulais vous demander parce que vous avez eu le bac. J'ai eu mon bac littéraire. Vous dites que, évidemment, l'art et politique, créer aujourd'hui, c'est forcément prendre position. Vous parliez tout à l'heure de pousser les gens aussi, de passer à l'action, qu'on ne soit pas dans le ventre mou de la décision. Qu'est-ce que vos œuvres aujourd'hui nous poussent à faire? Qu'est-ce que vous voulez initier chez nous comme mouvement? Alors, oui, lanceur d'alerte, c'est trop, j'aime pas trop ce terme, mais faire prendre conscience. Alors, moi, ça vous paraîtra bizarre de m'entendre dire ça, mais je prends du plaisir à jouer avec tous ces thèmes, avec ce côté un peu sombre, catastrophique, parce que j'ai l'impression, quelque part, de maîtriser ce qui va nous arriver. Et je raisonne de plus en plus en termes sociaux. Hein. Je me consacre là sur des personnages, sur l'intime. Hein. La fille qui veut retrouver son père, qu'elle connaît à peine, etc. Oui. C'est l'infiniment petit, l'infiniment intime de la série Bug, mais l'infiniment grand, c'est le cosmos, l'espace, la planète, cette planète. Et l'ensemble de l'humanité. Et l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité. Donc c'est vraiment ça. Je parle de ça et que chacun en tire ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Voilà, j'ai l'impression quelque part non pas d'accomplir une mission, mais moi de me faire du bien à traiter de ces sujets-là. Par exemple, j'ai pas envie de traiter de sujets du réel d'aujourd'hui, de sociétal personnel. Oui, mais quand vous dessinez par exemple une figure à la Vladimir Poutine, oui, mais ça c'est du dessin. Des années avant même qu'on le voit pendant le Covid, assis devant cette table absolument démesurée. Ça c'est prospectif, ça. C'était 6 mois avant. C'est 6 mois avant. C'était 6 mois avant. 6 mois avant qu'ils ne reçoivent Emmanuel Macron sur une table d'au moins 12 mètres de long. De lui, au bout de la table. Mais quand on connaît l'Union soviétique, moi je connais très bien ces pays-là, on sait parfaitement que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis la Sibérie est tellement vaste, alors pourquoi ne pas se faire dans des palaces gigantesques, des tables gigantesques? Et je vous le disais, oui, vous venez du futur, et pourtant il y a une expérience qui est fondatrice pour vous. C'est les grottes de Lascaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue là? C'est l'apparition de la sensibilité de l'humain et de l'art. Voilà, c'est ces premiers gestes ils sont pas faits dans un but d'art mercantile, on est loin de tout ça, mais ils sont là tout simplement pour exprimer ce que l'on voit, ce que l'on ressent. J'ai eu la chance de la visiter, cette grotte, la vraie. Hein. Oui, la vraie, parce qu'il y a aujourd'hui une réplique à l'identique qui a été construite. On était 5 ou 6. Je peux vous dire qu'on est sortis tous, on avait des larmes. On ne pouvait pas expliquer pourquoi. Réellement, c'est des larmes qui coulaient tout naturellement. C'est tellement indescriptible parce qu'il y a quelque chose, il y a des digues qui, en chacun de nous, ont cédé à un moment. Enfin, comme si on avait contenu. On nous avait dit essayer de respirer très très lentement. Il ne faut pas abîmer quand même, c'est très 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 fragile. Et bien sûr. Des traitements antibiotiques sur les parois. Enfin, il y a des tas de choses qui ont été faites pour essayer de préserver au maximum. Et c'est pour ça qu'elle a été fermée, cette grotte d'ailleurs, la vraie, l'originale, pour être reconstruite à l'identique un peu plus loin. Mais en tout cas, tout ça, bon, voilà, on était en contact avec quelque chose de profondément lointain et de profondément, en même temps, ancré en nous. C'est-à-dire, c'était nous. On se voyait là. Profondément lointain. C'est le rapport aussi à la profondeur du temps, à la profondeur c'est la profondeur du temps. Et vous la dessinez. Vous dessinez aussi des ruines. Par exemple, Paris, New York, en ruine, dans un avenir qui n'est pas si lointain. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'esthétique de la ruine? J'ai travaillé sur un thème qui était
la fin de l'humanité. Alors, on ne sait pas pourquoi ça arrive. C'est un très beau livre qui s'appelle Homo Disparitus, Alan Weisman, qui est sorti en 2007. Il raconte ce que devient la planète Terre une fois que l'homme a disparu. Alors, le sujet n'est pas la disparition de l'homme, on ne sait pas pourquoi, mais l'homme n'est plus là. Et comment la nature reprend ses droits, avec quelle violence, quels animaux restent, quels animaux disparaissent. Les chiens disparaissent très très vite, trop attachés à l'homme. Ah oui. Les chats s'en sortent très bien, félins, etc., etc. Et puis ça va très très loin. Après, qu'est-ce qui reste de nous? Comment les villes s'effondrent? Comment New York est mangé par la terre? Et comment la planète devient magnifique sans nous? Vous allez devoir l'inviter aux rencontres philosophiques de Monaco parce que c'est incroyable comme l'un et l'autre vous posez des questions qui sont vertigineuses. Et effectivement, vous imaginez parfois ce que serait la Terre, ou vous arrivez à vous projeter dans un avenir extrêmement lointain, même en rêvant? C'est difficile, le fait de se projeter dans un temps extrêmement lointain, c'est quelque chose qui est pas naturel chez vous ou... Chez moi, et je pense chez beaucoup de personnes. Et je crois que c'est en ce sens-là que nous avons besoin des artistes qui peuvent aussi habiter cette temporalité-là. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai un ami qui s'appelle Serge Lehmann, qui est un très grand auteur de science-fiction, et il avait une théorie toute simple. Il disait, mais pourquoi la science-fiction fait peur aux gens? Ils n'aiment pas vraiment la science-fiction. À l'époque où on se disait, oui, c'est de la science-fiction, c'est pas sérieux, etc. C'est parce qu'il fait peur, parce que parle de période où on ne saura pas. Où les personnes... Sur des questions, par exemple, écologiques, pourquoi avons-nous tant de mal à justement faire bouger les choses? Parce qu'il est extrêmement difficile de se projeter justement dans un temps où nous ne serons plus là. Et donc, finalement... C'est la vanité dont on parlait tout à l'heure. De se souvenir qu'on est mortel. On n'arrive pas. Et la boucle est bouclée. Je vous propose de prendre le temps justement de la contemplation, Charlotte Casiraghi, direction le musée d'Orsay à Paris. On va regarder en détail une sculpture du 19e siècle, 1849 précisément, réalisée par Jules Cavelier. Et on y découvre un personnage mythique, celui de Pénélope, la femme d'Ulysse. Elle est endormie et elle attend le retour évidemment de son mari. C'est fascinant. Fascinant. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de la Grande Galerie francophone. C'était vraiment passionnant de vous entendre dialoguer, passionnant de vous lire l'un et l'autre, passionnant de lire La Fêlure, publiée chez Julliard, Charlotte Casiraghi, passionnant également de poursuivre les aventures que vous racontez dans Bug, tome 4, c'est chez Casterman, j'allais dire évidemment. On se retrouve en replay sur l'appli TV5 Monde Plus et quand vous voulez sur nos réseaux sociaux. On va se dire au revoir en musique. Charlotte, l'un des chapitres de votre livre est consacré à une chanson sublime, Magnolia, de J.J. Cale. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est une chanson qui est, on croit qu'elle est jouée d'un seul trait. On a l'impression que quelque chose de très fluide, et en fait, c'est plein de petits morceaux assemblés qui sont pas forcément en rapport les uns avec les autres, et donc il y a quelque chose d'un peu cassé et en même temps magnifique dans la chanson. Charlie ?
whippoorwill singing. Soft summer breeze, makes me sing of my baby. I left town in New Orleans, left town in New Orleans. Merci, c'était splendide, Charlie. Merci encore, vraiment, à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir accompagnés. À suivre le 64 minutes sur TV5 Monde. Salut à toutes et à tous.